Le seul lauréat d'un prix Nobel vivant en Russie est le physiologiste Ivan Pavlov. Son autorité scientifique est intacte, mais dans les années suivant la Révolution, il est persécuté par le gouvernement bolchevique et connaît d'importantes difficultés financières. L'argent de son prix Nobel a été saisi et lors d'une perquisition, on lui a confisqué sa médaille d'or de l'Académie Nobel. Pavlov était assez critique vis-à-vis du nouveau pouvoir bolchevique. La révolution ne lui disait rien qui vaille. Il aimait l'ordre et la discipline, or, après la révolution, la Russie était en proie au chaos. Les gens avaient faim et lui-même ne trouvait plus de bois pour chauffer ses laboratoires. Pour lui, tout cela était la preuve que la Russie était tombée dans la barbarie. Pavlov a d'ailleurs menacé de quitter le pays. C'était une menace rhétorique, mais les soviétiques l'ont prise au sérieux. Ils voulaient que Pavlov reste en URSS. C'était une question de prestige, et le gouvernement a réagi très vite. Lénine a nommé une commission spéciale chargée de rééditer ses publications et de fournir de nouveaux équipements à ses laboratoires. Pavlov a obtenu tout ce qu'il voulait. Le pouvoir voulait montrer qu'un lauréat de prix Nobel bénéficiait de bonnes conditions de travail en Russie. Mais cela ne réconcilie pas pour autant Pavlov avec le nouveau gouvernement. En avril 1924, lors d'une conférence à Saint-Pétersbourg, il critique vivement les idées de Lénine, pour qui la conquête du pouvoir justifie la terreur et la violence. Pavlov estime que la terreur, associée à la famine, risque de conditionner le peuple à la soumission, l'amener à développer un réflexe de servitude. Une affirmation qui pèse lourd car les théories scientifiques de Pavlov sont reconnues dans le monde entier. Pavlov est devenu célèbre grâce à ses travaux sur ce que nous appelons le réflexe conditionné. Nous sommes tous plus ou moins conditionnés. Quand nous entendons la cloche de midi, nous avons l'eau à la bouche. Pavlov a étudié ce phénomène avec des chiens. Il a mesuré combien de salive ils produisaient. Il a aussi analysé les conditions dans lesquelles ce type de réflexe apparaissait et comment les faire régresser. Lors de ses recherches, Pavlov constate que la conjonction de plusieurs stimuli extérieurs permet de juguler ce qu'il appelle le réflexe de liberté inné du chien et inversement de lui inculquer un réflexe de peur et de soumission. Le même mécanisme pourrait ainsi s'appliquer à l'homme. Pavlov savait parfaitement que ses observations sur les animaux n'étaient qu'une première étape dans la connaissance du psychisme. L'homme et l'animal ont beaucoup de points communs, mais aussi de grandes différences entre eux. Selon Pavlov, de nombreux comportements constatés chez les animaux existent également chez l'homme. En revanche, dans le domaine des relations sociales, extrapoler des comportements lui apparaissait nettement plus douteux. Il était extrêmement prudent sur ce point. Pavlov affirme publiquement que le comportement humain pourrait être modifié par la dictature du prolétariat. Léon Trotsky, l'un des grands idéologues du communisme, s'empresse de lui faire la leçon. Non, la théorie du réflexe conditionné ne s'applique pas aux lois de la vie sociale. Et les découvertes scientifiques obtenues par l'étude des chiens ne doivent pas se transposer à la société humaine. À cette période, Ivan Pavlov vit principalement dans le village de Koltouchi, près de Leningrad, où un nouveau centre de recherche a été créé pour lui. Malgré son isolement, il suit de près l'évolution du pays et n'hésite pas à prendre part au débat. Il écrit « Nous vivons sous le joug d'un système brutal. Seul compte l'autorité de l'État, la personnalité de l'individu n'est plus rien. La vie, la liberté, la dignité, tout est soumis au pouvoir de l'État. Les citoyens n'ont d'autre possibilité que celle de l'obéissance inconditionnelle. » On pardonne au vieil académicien ces déclarations virulentes. Le gouvernement a besoin de lui et de son prestige de chef de file de la science soviétique. Tous les visiteurs illustres de l'étranger sont conduits auprès de Pavlov. Ici, il reçoit le célèbre écrivain anglais Herbert George Wells.
Le voici accueillant Hermann Müller, généticien américain de renom et futur lauréat du prix Nobel. Müller s'installera en URSS en 1933. Il deviendra membre de l'Académie des sciences et dirigera un laboratoire de l'Institut de génétique de Leningrad. Hermann Müller avait des idées de gauche et il avait de la sympathie pour l'Union soviétique. Mais il n'était pas communiste, il avait des idées socialistes. Ivan Pavlov passe toute la journée en compagnie de son hôte américain. Il lui montre ses laboratoires et ses cobayes. Sans doute lui parle-t-il également de Rosa et de Raphaël, ses deux chimpanzés préférés, et de leur exceptionnelle faculté d'apprentissage. Müller tente probablement de sonder Pavlov sur ses opinions quant à l'eugénisme, un sujet qui le passionne à cette époque. Müller considérait que l'Union soviétique disposait des meilleures conditions possibles pour la mise en œuvre d'un projet eugéniste. Il partageait également les idées de Serebrovski sur la fécondation artificielle, la création d'une banque du sperme, etc. Müller est à ce point convaincu de cette idée qu'il écrit une lettre à Staline. Il sait que l'eugénisme est interdit en URSS et il est informé des persécutions subies par Serebrovski. Malgré tout, il garde l'espoir de convaincre Staline que cette théorie peut contribuer à la victoire du socialisme. Comme de nombreux intellectuels de l'Ouest, Müller a une vision peu réaliste de l'Union soviétique et de son chef suprême. En 1935, plus de 900 éminents scientifiques du monde entier arrivent en URSS pour un congrès de physiologie. La manifestation, qui a lieu à Moscou et à Leningrad, a été organisée à l'initiative de Pavlov et avec l'approbation de Staline. Le congrès est un événement politique. C'est aussi un triomphe personnel pour Ivan Pavlov, désigné comme le physiologiste le plus important du monde. Lors de la cérémonie de clôture, Pavlov prononce un discours empreint d'émotion. « Ma vie entière, dit-il, a été consacrée aux expériences. Notre gouvernement est lui aussi un expérimentateur, mais à un niveau bien plus élevé. » Pavlov porte un toast aux grands expérimentateurs sociaux. Le revirement de Pavlov ne manque pas de troubler les esprits. Récemment encore, il critiquait sévèrement le pouvoir, et voilà qu'il en parle en termes dithyrambiques. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Pavlov, en tant que citoyen russe et en tant que patriote, acceptait très mal l'affaiblissement industriel, économique et militaire du pays. Pavlov était un patriote qui estimait que l'ordre revenait sous Staline. L'armée se renforçait, le pays se relevait et retrouvait son prestige d'antan. L'ordre et la discipline étaient de retour, et le gouvernement investissait beaucoup d'argent dans la recherche scientifique. Pavlov a voulu se montrer reconnaissant. Il a reconnu le régime et a eu des termes parfois très élogieux pour le gouvernement de Staline. Pavlov se réjouit de l'ouverture de l'esprit du gouvernement de Staline vis-à-vis de la science. Le pouvoir investit des sommes considérables dans la recherche, bien plus qu'avant la révolution d'octobre. C'est essentiellement cela qui réconciliera Pavlov avec le régime. En revanche, il juge inacceptable l'attitude du pouvoir vis-à-vis de la population. À ses yeux, la terreur et la violence génèrent des réflexes de peur et de soumission. Mais c'est précisément cela que recherche le gouvernement. Les slogans prônant une société équitable ne sont que de la poudre aux yeux destinée aux partisans sincères et loyaux du communisme. Hermann Müller, lui, est toujours fermement convaincu de la victoire finale du communisme. Il en fait part à Staline dans une lettre.
ébauche la vision d'une future révolution eugéniste. Il écrit « Beaucoup de mères affranchies des dogmes religieux seront fiers de mélanger leur sang à celui de Lénine ou de Darwin et d'offrir au monde un enfant porteur des caractéristiques biologiques de ces grands hommes. » Staline ne répond pas à la lettre. Les idées prétendument nouvelles de Hermann Müller n'intéressent pas le dictateur. D'accord pour créer une banque du sperme, mais qui seraient les donneurs? Admettons que nous créions une banque de sperme pour staliniens. Mais comment savoir qui serait encore stalinien d'ici quelque temps? Vous savez comment a débuté l'année scolaire 1937-38? On a demandé aux élèves de rayer sur les photos, à l'encre noire, les visages des gens tombés en disgrâce. Supposons qu'on ait conservé le sperme d'un individu et qu'il s'avère que c'est un ennemi du peuple. Aurait-il fallu le garder? Comment gérer une telle banque s'il faut la renouveler à 50% tous les 2 ou 3 mois? À la fin, le seul sperme restant aurait été celui de Staline lui-même. Mais Staline n'était pas en très bonne santé. Et ensuite, qui fallait-il féconder avec ce sperme? Des ouvrières méritantes, elles étaient des millions. De plus, Staline était de l'avis que les gens simples devaient s'accoupler avec des gens simples. Inquiet de la répression grandissante, Müller quitte l'URSS en 1936. Dans les années qui suivent, la plupart des scientifiques soviétiques seront victimes de la Grande Terreur. L'État, dont la propagande vantait la création de l'homme nouveau, extermine sa propre population. En février 1936, Ivan Pavlov décède d'une pneumonie, entouré de sa famille et de ses étudiants les plus fidèles. Il est inhumé avec les honneurs militaires, comme un héros national. Son cortège funèbre est suivi par des hauts fonctionnaires et des scientifiques renommés. Dans sa nécrologie, il est écrit « Sa théorie est le blason de la science soviétique ». Après sa mort, les théories de Pavlov ont été élevées quasiment au statut de religion. Dans le reliquaire de l'idéologie soviétique, Pavlov est devenu une icône, juste en dessous de Marx, Engels et Lénine. Ces théories scientifiques serviront à étayer une nouvelle vision de l'homme et de la société. À l'occasion du centenaire de Pavlov, des festivités sont organisées à Moscou et à Leningrad. Elles prennent des allures de congrès du parti. Lors du discours d'ouverture, Sergueï Vavilov, président de l'Académie des sciences du RSS, évoque la théorie de Pavlov. Наше государство строит новое общество на прочнейшей научной основе. В этой основе неотъемлемая часть принадлежит науке Павлова. Слава вождю и другу советского народа, ведущему нас к коммунизму. Слава великому Сталину! De nombreux monuments sont érigés à la mémoire de Pavlov. Il y est presque toujours représenté avec son chien. Au début des années 20, les bolcheviks niaient que les théories de Pavlov établies par l'étude du comportement des chiens pouvaient s'appliquer à la vie en société. Dans les années 30, tout change. Les découvertes de Pavlov sont la base scientifique de la gigantesque expérimentation sociale réalisée dans toute l'URSS en vue de la création du surhomme soviétique.